Bienvenue dans 15 minutes impact. Aujourd'hui, on reçoit Grégory. Bonjour, salut, merci Julien de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Et puis après, on démarre. Tu pourras me poser ta question et j'essaierai de répondre à ta problématique. Eh bien, je m'appelle Grégory Mabille. Ça fait 3 ans que je fais de l'immobilier en tant que mandataire indépendant. Je travaille en double activité. Je suis directeur commercial d'une boîte de rénovation et bien entendu à côté, donc je fais de l'immobilier en tant qu'indépendant. Et donc voilà, l'immobilier, c'est un métier qui me plaît beaucoup parce que ça va dans la continuité de ma première activité, la rénovation. On travaille des biens, on accompagne sur des projets et l'avantage, c'est que ça me permet aussi de travailler sur des projets, mais vraiment complets. Ça va de la vente du bien jusqu'aux travaux qui vont aller avec. Ah, tu t'occupes même des travaux derrière? Oui, tout à fait, ouais, quand les clients le veulent. Inversement, okay. Ça me permet aussi, des fois, l'autre fois, j'ai une cliente qui est venue visiter un bien. Malheureusement, le bien ne lui a pas convenu, mais derrière, elle s'est souvenue de moi et du coup, je fais les travaux de rénovation dans la maison qu'elle a fini par choisir. Ok, super intéressant. Ok, très bien. Quelle est ta question et en quoi je peux t'aider du coup? Alors moi aujourd'hui, ma plus grosse problématique dans mon travail, c'est de réussir à me faire connaître sur ma zone d'or, ma zone de chalandise. J'arrive à avoir des biens un peu partout sur une zone de chalandise qui est assez grande parce que j'ai pas mal de recommandations. Mais par contre, aujourd'hui, réussir à me recentrer vraiment sur une zone proche de chez moi, je n'y arrive pas. Donc moi, ma question est, si tu devais recommencer tout à zéro, quels seraient tes premiers réflexes pour pouvoir vraiment travailler ta zone d'or? Intéressant comme question. C'est à la fois très intéressant et très large comme question parce que le piège numéro 1 à éviter, c'est l'éparpillement. Sur ta zone actuellement, tu travailles avec quelqu'un ou tu es tout seul? Tu as une équipe avec toi ou tu es vraiment tout seul sur ta zone? Je travaille avec, on va dire que je travaille en intercabinet avec d'autres mandataires indépendants. D'accord, mais tu n'as pas un binôme, un duo avec qui tu travailles vraiment de manière quotidienne? Actuellement, non. Pour l'instant, non. Ok, non, mais c'est pour essayer d'être un peu plus précis dans la réponse. Ok. Quand on démarre comme ça, la première chose à faire, déjà, c'est d'analyser le secteur. Ça, c'est la base. Et au sein de ce secteur-là, donc déterminer un secteur, mais surtout déterminer un segment dans ce secteur. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu entends par segment? Le segment, ça va être une typologie de biens. Ça peut être par exemple des appartements de type 3. Ça peut être des maisons, des petits pavillons, je ne sais pas dans ta zone, mais peut-être entre 300 et 400 000 euros. Le but, c'est de devenir un spécialiste d'un de ces segments. Ça va avoir plusieurs avantages et c'est important de bien le déterminer. Ça va avoir plusieurs avantages et sur du court et moyen terme, ça va te permettre vraiment de gagner du temps et de gagner en autorité beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que comme tu vas cibler de manière très précise une typologie de biens, tu vas avoir un portefeuille de biens qui va être homogène, qui va être équilibré avec des biens similaires. Et ça va avoir pour conséquence d'attirer des acquéreurs qui recherchent uniquement ce type de biens-là. Autrement dit, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que quand je fais ma pige, si je vois une liste de 15 biens différents, ça ne sert à rien d'appeler les 15, mais se concentrer vraiment sur un segment de biens en particulier. Exactement. Le seul intérêt qu'il y aurait à appeler tous les biens, c'est pour t'entraîner. D'accord. Mais si tu es dans une optique où la pige, c'est quelque chose que tu as déjà intégré dans ton activité et que tu maîtrises et que voilà, là, il n'y a plus d'intérêt d'entraînement, entre guillemets. Là, à ce moment-là, oui, exactement, c'est de cibler un segment. Et ça va avoir donc du coup comme premier bénéfice d'attirer des acquéreurs qui vont être seulement intéressés par ce type de bien-là. Toi, ça va être beaucoup plus facile de faire des rapprochements. Donc, ça va être beaucoup plus facile de vendre ces biens-là. Ça va avoir un autre avantage, cette fois côté vendeur, c'est que quand on est vendeur, la première chose qu'on fait, c'est regarder sur le bon coin, essayer d'évaluer son bien en comparaison d'autres biens. Évidemment, pour faire ça, généralement, donc on peut faire des estimations en ligne, on peut faire appel à des agences, mais en général, le tout premier réflexe des vendeurs, c'est la comparaison. Exactement, c'est la comparaison sur se loger le bon coin. Et si j'ai 10 appartements qui correspondent à son appartement, forcément, quand il va vouloir le mettre auprès d'un professionnel, c'est auprès de moi qu'il viendra. Exactement, il va se dire, mais Grégory, c'est lui le spécialiste des biens, en tout cas sur ce segment-là, sur mon secteur. Et donc forcément, tu gagnes un gain de confiance auprès de lui qui est assez important. Et ça va avoir un autre effet bénéfique, c'est qu'on est tous pareils, on préfère tous avoir affaire à des spécialistes qu'à des généralistes. Et donc quand tu vas te retrouver en face de ton client, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait ça sur ton secteur. Je suis certain que tu ne trouveras aucun agent immobilier spécialisé sur un segment précis. Et ça va te démarquer instantanément. Donc ça a plusieurs bénéfices. Puis après, il y a le gain de notoriété aussi, puisque tu vises une cible précise, un segment précis sur un secteur précis. Évidemment, ta notoriété est beaucoup plus facile à faire grandir que si tu tapes tous azimuts.
D'accord. Et en l'occurrence, il y a une autre problématique. On m'avait conseillé de mettre aussi des panneaux recherche de biens, etc. Il y a des zones aussi où on ne peut pas forcément toujours mettre ces panneaux. Quelle serait ta réponse ? Là, les panneaux, c'est une action de notoriété. Et des actions de notoriété, il en existe plein. Si on ne peut pas faire les panneaux, qu'est-ce qu'on peut faire d'équivalent pour gagner en notoriété ? Il faut toujours diviser les canaux en plusieurs... il faut toujours bien nommer les objectifs en fonction de chaque action. Le panneau, c'est une action de notoriété. Comme on pourrait avoir les 4x3, par exemple, comme on pourrait avoir le boitage, que j'assimile complètement au panneau, c'est-à-dire on se donne de la visibilité. C'est pas une action de conversion. Si par exemple tu fais une publicité Facebook avec un lead magnet, un contenu gratuit que les gens vont pouvoir télécharger, là tu amènes les gens intéressés déjà par l'achat ou la vente à te contacter. C'est pas le même type d'action. Donc il suffit juste de se dire, ok, moi je veux gagner en visibilité. Si tu veux gagner en visibilité, quels sont les canaux qui s'offrent à toi ? Il va juste falloir les sélectionner en fonction, encore une fois, de ta cible et en fonction du budget que tu as, des ressources que tu as. Sachant que ce que je dis toujours, quand on sélectionne un canal de prospection et de communication, l'objectif c'est de se dire, est-ce que ce canal-là, je suis capable de l'investir à l'année ? Et pas de se dire, est-ce que je vais faire une action que je ne vais pas pouvoir reproduire parce que les finances vont me manquer ? Il faut perdurer sur l'action. Il faut perdurer, voilà. Toutes les actions de visibilité et de notoriété sont des actions qu'il faut continuer dans le temps. Typiquement, si tu veux faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour te donner de la visibilité, donc je sais que tu fais des vidéos de biens, par exemple, qui sont très qualitatives, c'est très bien, mais si tu le fais que sur un mois, tu n'auras jamais les retours de ton investissement. Si tu t'engages dans cette voie-là, il faut prévoir un budget à l'année pour vraiment pouvoir évaluer les résultats. Ça n'empêche pas d'itérer après tous les 2-3 mois, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je peux proposer un contenu plus intéressant, etc. Mais quand tu budgètes ton plan de campagne, il faut vraiment pas se dire je vais faire ça ce mois-ci et abandonner. Non, il faut vraiment choisir des canaux. Taper de manière récurrente sur plusieurs canaux différents. Et là, en l'occurrence, donc si je comprends bien, la logique, à la limite, est-ce qu'il serait intéressant de se faire des panneaux, on va dire, je vais miser le segment des appartements 3 pièces de 70 mètres carrés, par exemple. Est-ce que dans des cas comme ça, il serait intéressant de ne faire une campagne de communication que sur des appartements 3 pièces en permanence, c'est-à-dire réseaux sociaux, sur des panneaux recherche de biens, sur des flyers, etc. Est-ce que dans des cas comme ça, il faut vraiment axer sa communication sur ce segment de biens ? Dans ta question, il y a la réponse. Et oui, exactement. Tu vois, tu as eu la présence d'esprit de poser la question. Donc, tu avais déjà la réponse, en fait. Évidemment, un des gros bénéfices de cette stratégie, c'est de se dire, je vais m'adresser à un segment, donc je vais pouvoir leur parler de ce qui les intéresse eux. Si, par exemple, tu t'adresses à une cible dans un secteur où tu sais qu'il y a beaucoup de retraités, forcément, tu vas adapter ton message en fonction de cette cible-là. Si c'est plutôt des jeunes et des primo-accédants, tu vas avoir un autre discours, peut-être un autre ton. Si tu t'adresses à des investisseurs, toi qui fais de la réno, tu sais très bien que ce n'est pas le même langage que tu vas utiliser. Donc, forcément, ça va te permettre de mieux t'adapter. Par contre, pour rebondir sur la partie investissement, parce que tu me parles des panneaux, mais il y a beaucoup de canaux. Si tu débutes sur un secteur et que tu es vraiment en déficit de notoriété, en général, la problématique, c'est qu'on se dit on va commencer par des actions de notoriété, type boitage, panneaux, etc. Sauf que ces canaux-là sont les canaux qui rapportent le moins, qui sont le moins mesurables déjà en termes de retour sur investissement et qui rapportent le moins. C'est vraiment la multiplication de ces canaux de notoriété qui, in fine, te rapporte du résultat. Il faut voir ça un peu comme une pyramide, si tu veux, les investissements dans l'immobilier. Donc, tu as les actions de notoriété, de visibilité. Ensuite, tu as les actions pour capter l'intérêt des gens qui auraient un projet de vente ou d'achat. Et tu as les actions de conversion. D'accord. Donc, ça fait un peu un entonnoir comme ça. Quand on est bien établi sur un secteur, admettons, ça fait 10 ans que tu es là, tu as un gros budget com, etc. Tu vas partir de la pyramide de notoriété et puis tu vas poser des actions dans chacune de ces parties de ton entonnoir. Mais là, dans mon cas, c'est inversé. Exactement, tu as tout compris, c'est inversé. Les premières actions que tu dois mettre en place, c'est des actions de conversion et d'intérêt. Pourquoi ? Parce que toi, ta priorité, c'est de faire des ventes pour pouvoir réinvestir encore plus derrière. Voilà, tout à fait. Or, la plupart des conseillers IMO, et ça c'est un grand piège, commencent par des actions de visibilité. Je vais te donner une action de visibilité que tu as déjà vu voir passer très souvent chez des conseillers IMO et qui est ridicule en termes de résultats, c'est les sachets de baguettes de pain là. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est une action de notoriété que, c'est une mode. On a ça, on a les jeux concours, par exemple. Les tickets de caisse aussi. Les tickets de carte caisse, bleue exactement. Avec les coordonnées au dos. Exactement. On voit aussi les dessous de table de restaurant. Oui, aussi. Voilà. Eh bien, tu vois, toutes ces actions-là de visibilité,
déjà, elles sont difficilement mesurables, mais surtout, c'est les moins rentables. Donc, c'est très bien si on les multiplie, si on a la capacité financière de dire, OK, je vais faire de la publicité Facebook de notoriété pendant toute une année, je vais faire des panneaux 4x3, je vais mettre mes petits panneaux chez les clients, et qu'on les multiplie, ben là, ça a un vrai intérêt. Mais à condition d'avoir déjà une notoriété assise. Et surtout les budgets pour pouvoir tenir cette multiplication de canaux à l'année. Et donc, du coup, quand on veut travailler de manière segmentisée et de manière efficace sur son secteur pour se faire connaître et vraiment pouvoir rester sur son secteur, du coup, il n'y a qu'une seule chose, c'est la pige en fait. Non, la pige, c'est un canal comme un autre. Tout dépend, la pige, tout dépend comment toi tu te sens vis-à-vis de la pige. La pige, c'est le canal le plus facile pour trouver des clients. Ça, qu'on s'entende bien. On a une liste, on a les numéros de téléphone, ou au moins on peut contacter les gens par mail. C'est là, c'est disponible, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Pour autant, comme c'est le premier exercice que l'on apprend au conseiller IMO et que dans le même temps, c'est l'exercice de persuasion le plus difficile à réaliser, bah, souvent ça crée des traumatismes en début de carrière. Si ça n'a pas été ton cas, eh bien, investis la pige. Moi, j'ai un milieu où on m'a toujours dit, si on ne s'est pas fait rejeter 5 fois dans la semaine, c'est qu'on n'a jamais vraiment essayé. Je suis totalement je vais la noter, elle est très bonne celle-là, mais je suis totalement d'accord. Si pour toi, donc il y a des gens pour qui c'est devenu un problème et c'est devenu un problème émotionnel tellement fort qu'ils n'arrivent plus à passer le cap. Si c'est pas le cas pour toi, il faut continuer l'action. Elle est gratuite, elle prend très peu de temps si on la fait de manière régulière et elle peut amener beaucoup de résultats. Et là, il faut casser un mythe tout de suite de ce que tu pourras entendre ici et là. La pige amène de très bons mandats. Pourquoi ? Parce que quand on arrive en pige, en général, on se retrouve souvent avec des gens qui sont dans une situation d'échec depuis plusieurs, et là la période va encore plus accentuer le phénomène, qui sont en situation d'échec depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc là c'est excellent parce qu'ils ont le niveau de maturité nécessaire et le niveau d'écoute nécessaire pour comprendre ce que tu vas leur dire. Exactement. Donc ce n'est pas... C'est un mythe que de dire que la pige amène de mauvais mandats. Au contraire, ça peut amener de super belles opportunités. Bah moi, j'ai remarqué que pour une autre de mes problématiques, c'est plus confortable de travailler un mandat qu'on a eu sur la pige qu'un mandat qui nous vient par recommandation parce que y a toujours un lien d'affect de la part de la personne, etc. Qui fait que on n'est pas spécialement dans notre bonne position face à des gens qu'on connaît plutôt que des gens qu'on ne connaît pas en fait. Eh ben c'est un excellent point ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord. Quand on avait l'agence avec Céline, nous ce qu'on faisait c'est que dès qu'on avait une personne qui était trop proche de nous, un ami, un copain, quelqu'un qu'on fréquentait moi dans le cadre du rugby par exemple, je déléguais toujours à mes commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire les choses. On n'a pas la parole libre, on n'a pas la bonne posture comme tu l'as dit en fait très justement. Le recul nécessaire. Exactement, pour être entendu. Et c'est très délicat. Donc, il vaut mieux déléguer. C'est pour ça que je te demandais si tu travaillais en binôme. Moi, je recherche un binôme sur mon secteur. Je pense que c'est très bien. C'est très bien de travailler en binôme pour mutualiser les frais, puisqu'on parlait de communication. C'est bien pour mutualiser les efforts et surtout pour faire du partage. Et ça, c'est quand même le but. Et dans ce cadre-là, ça peut aussi être un gros avantage. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Il nous reste 2 minutes si tu as encore une question. Non, je pense que tu as bien répondu à toutes mes questions. C'est clair et limpide. Là, il ne me reste plus qu'à me définir un cœur de cible de biens à vendre. Alors moi, par rapport à ma double activité, je pense que je vais cibler sur les maisons plutôt que les appartements, même s'il y a beaucoup d'appartements sur mon secteur. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes problématiques. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. À bientôt.